Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Violation répétitive des droits des citoyens en Guinée. L'OGDH se dit préoccupé. Les récentes violences en région forestière, la détention des personnes mises en cause à Cancan et la tenue éventuelle d'un procès dans cette région inquiète le président de l'organisation. 5 morts et 14 blessés, dont 8 dans un état grave. C'est le triste bilan d'un accident de la circulation survenu la nuit dernière sur la nationale Kouroussa-Cancan. Comment cet accident s'est-il produit et dans quel état se trouvent actuellement les blessés? Éléments de réponse dans ce journal. Et puis, le point de la situation du 19 mai sur l'épidémie de coronavirus en France par Jérôme Salomon, directeur général de la santé. Encore une fois, bienvenue à tous. L'opposition politique demande le remplacement de Mamadi Trouakaba par un avocat désigné par le barreau. Dans une déclaration publiée mardi 19 mai, les ténors de cette entité politique guinéenne ont rejeté la désignation du juriste Mamadi Trouakaba au poste de commissaire à la CENI. Mohamed Valek Touré revient sur cette déclaration par ce commentaire. Suivez. Suite à une sortie médiatique ce mercredi, l'opposition politique dénonce et rejette la nomination de Mamadi Trouakaba au poste de commissaire à la CENI en remplacement de Maître Salif Kébé décédé. C'est suite à une déclaration faite hier par l'ensemble des acteurs politiques qui estiment que la désignation de Mamadi Trouakaba est illégale au regard de l'article 11 de la loi organique numéro 44 du 5 juin 2018. Elle considère que l'intégrité, l'impartialité et la bonne moralité des représentants de la société civile sont capitales pour l'indépendance et la neutralité d'une CENI politique et paritaire. Cette désignation de Mamadi Trouakaba comme commissaire à la CENI intervient 10 jours seulement après sa nomination au poste de directeur de cabinet de l'honorable Amadou Damarou Camara, actuel président du Parlement. L'opposition considère tout de même que la personne désignée est un militant connu du RPG. C'est pourquoi sa nomination n'est pas, selon l'opposition, de nature à garantir la transparence des futures élections et la confiance des acteurs politiques vis-à-vis de l'organe chargé d'organiser les élections grandement mises à mal par l'entière soumission de son prédécesseur à l'exécutif. L'opposition poursuit tout en notant le rôle d'arbitre dévolu aux représentants de la société civile au sein de l'institution composée paritairement de représentants de la mouvance et de l'opposition. En conséquence, elle rejette catégoriquement la désignation de Mamadi Trouakaba et demande son remplacement par un avocat désigné par le barreau, conformément aux principes de la Cour constitutionnelle. Je vous le disais en titre, violation répétitive des droits des citoyens en Guinée. L'OGDH se dit préoccupé. Les récentes violences en région forestière, la détention des personnes mises en cause à Cancan et la tenue éventuelle d'un procès dans cette région inquiète le président de l'organisation. Abdoulgadiri Diallo préconise le désengorgement rapide de toutes les prisons pour arrêter la propagation de la Covid-19. Mamadou Sadio Baldé et Aliouba ont recueilli les préoccupations du défenseur des droits de l'homme. Tous les projecteurs sont braqués sur la lutte contre le coronavirus. C'est le moment choisi par les régimes dictatoriaux pour réduire au silence leurs opposants. Cette pandémie semble être un business pour certains dirigeants africains au plan sous-régional ouest-africain. Parlant de la Guinée, le président de l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme observe les tueries, les interpellations et la détention des citoyens. Aucune âme sensible n'est rassurée des conditions carcérales. La présence du coronavirus dans les prisons n'est pas pour adoucir leur séjour, d'où la nécessité de désengorger toutes les maisons d'arrêt. Libérer tous ceux qui sont en détention préventive abusive, parce que c'est dans ces prisons-là que vous trouvez des gens qui ont fait plus de 10 ans en détention préventive sans être jugés. Toutes les personnes qui sont presque en fin de peine et qui ne sont pas dangereuses peuvent être aussi libérées et bénéficier de cette mesure.
Le procès des citoyens incriminés dans les violences survenues après le trop controversé double scrutin du 22 mars constitue un risque pour les acteurs impliqués. Où le risque de sécurité pour les avocats des partis concernés et le risque de sécurité pour les témoins, le risque de sécurité pour les victimes, les mises en cause sont des risques énormes du fait qu'aujourd'hui on est dans un contexte où on a communautarisé le débat politique en Guinée. Des interrogations demeurent sur les motivations réelles de l'appareil judiciaire à ne pas choisir un endroit qui pourrait convenir à toutes les parties. Quels sont les moyens qu'ils ont pour sécuriser le procès lorsqu'ils le tiennent à Kankan? Pourquoi n'avoir pas choisi une préfecture comme Kissidougou, une préfecture comme Beila, si c'était simplement pour sécuriser le procès? Pourquoi l'avoir conduit jusqu'à Kankan? 5 morts et 14 blessés, dont 8 dans un état grave. C'est le bilan d'un accident de la circulation survenu la nuit dernière sur la nationale Kouroussa-Kankan. Comment cet accident s'est-il produit et dans quel état se trouvent actuellement les blessés? Élément de réponse, c'est dans ce reportage d'Alpha Oumar Koïta. C'est aux environs de 20 h dans la nuit du lundi que ce minibus en provenance du marché hebdomadaire de Soronkoni a terminé sa course sous un camion stationné sur la route, sans aucun triangle de signalisation. Le drame s'est produit à Lefarani, un village situé à une trentaine de kilomètres de la commune urbaine de Kankan. Selon certains survivants, parmi les 18 passagers qui étaient à bord du véhicule, 4 ont rendu l'âme sur place, dont une femme qui a vu sa tête complètement broyée. Le nombre de cas reçus à l'hôpital est de 14, dont 8 cas graves et 4 dépôts de corps. Aussitôt informés, les autorités ont dépêché des ambulances sur les lieux de l'accident afin d'évacuer d'urgence les corps ainsi que des blessés à l'hôpital régional de Kankan pour leur prise en charge. À l'hôpital régional où l'une des blessés a rendu l'âme, ce qui fait au total 5 morts, dont un homme. Le premier cas qui est décédé à l'hôpital, on fait le décès hospitalier. Il est décédé au bloc opératoire au moment où on l'apportait des soins nécessaires pour pouvoir la sauver. C'était une hémorragie foudroyante de la barre du crâne. C'était un traumatisme de la barre du crâne. Donc là, c'était très difficile de la sauver. Et néanmoins, on a tenté, mais à 20. Ce qui fait au total 5 décès. Donc 4 femmes et un homme. Après avoir reçu les premiers soins, le médecin-chef des urgences de l'hôpital régional de Kankan rassure que les rescapés de cet accident tragique sont tous hors danger. Ceux, même si à vue d'œil ces derniers continuaient à se tordre de douleur dans leur lit de malade au moment de notre passage. Bon, les personnes transportées ici, c'était des cas trauma crâniens. D'autres avec perte de connaissance, d'autres avec onnubulation, et les autres c'était des cas légers. Ces cas qui sont maintenant à l'hôpital, à l'heure où nous sommes, sont hors danger. Grâce à l'appui de tout le personnel de l'hôpital, notamment les services des urgences, les services de traumato, ORL, qui sont mobilisés pour pouvoir vraiment apporter les soins nécessaires et à temps. À rappeler que ce n'est pas la première fois que la route fasse des victimes en ce mois de mai dans la région administrative de Kankan. Pas plus tard que le jeudi dernier, un autre accident de la circulation s'est produit dans la préfecture de Sigiri ayant coûté la vie à 3 personnes et 6 autres ont été gravement blessés. Des accidents qui sont souvent provoqués par le non-respect du code de la route dont l'excès de vitesse pour la plupart des cas a laissé entendre un spécialiste de la sécurité routière. Restons avec Alpha Oumar Koïta pour dire que la commune urbaine de Kankan est confrontée ces derniers temps à d'énormes perturbations dans la fourniture du courant, ce en dépit des 10 MW offerts par le chef de l'État à la ville. Face à cette situation qui écœure aujourd'hui plus d'un dans la cité, certains citoyens, dont le président du conseil régional des organisations de Kankan, expriment leur ras-le-bol. Regardez. Depuis quelques semaines, la ville de Kankan a renoué avec le délestage récurrent du courant, accompagné des coupures intempestives dans des foyers. Quelques jours, ce n'est pas quelques jours, ça. Depuis l'an 2010, je vous assure, Kankan n'a pas de courant. Lampadaire que le président a donné à Kankan, tout le monde était content pour ça. On a fait 2 semaines, on n'avait pas de courant. Ça ne venait pas. Mais bon, je crois qu'il y a à peu près
10 jours. Dans la semaine, nous pouvons avoir le courant 3 à 4 fois. Il y a quelques mois, le président de la République a offert 10 groupes électrogènes de 10 MW à la commune urbaine pour améliorer la desserte en électricité. Les groupes électrogènes qui sont jusque-là sous le verrou par manque de mesures d'accompagnement, apprend-on. Des fois, quand ça vient à 18h, 20h30, quand on perd le courant, on ne peut s'attendre qu'au lendemain ou au surlendemain encore pour avoir le courant. Les derniers groupes arrivés, on nous dit jusqu'ici qu'ils ne sont pas installés. Donc pourquoi on les a fait venir? On ne peut pas continuer à promettre. Il faut que cela soit réalisé maintenant. En attendant que ces cris de cœur ne tombent dans de bonnes oreilles, les habitants de la commune urbaine de Kankan, fief traditionnel du parti au pouvoir, continueront à prendre leur mal en patience. Revenons à Conakry où des citoyens du quartier Bellevue École dans la commune de Dixine se retrouvent avec la démolition d'une partie de leur construction. L'objectif est de faire passer une route les victimes des conditions dans lesquelles la destruction de leur habitation s'est effectuée. Rosaline Gotomonemu et Tierno Sadouba. Nous sommes dans le quartier Bellevue École. Ici, des habitations ont été démolies pour céder la place à la route. Ces citoyens ont perdu des salons, des terrasses, des clôtures, des toilettes et des puits. Cela s'est fait sans avertissement, selon les victimes. Elles trouvent qu'il y a eu 2 poids 2 mesures dans cette destruction, vu que certaines concessions auraient été épargnées à cause de l'influence de leurs propriétaires. Même un papier, on ne nous a pas donné pour nous informer. À la veille du Ramadan, ils sont venus mettre la croix sur notre maison. Nous ne sommes pas sur la route. Vous avez vu la limite de notre borne. Normalement, on ne devait pas être touché. Hier, ils sont venus démolir. Nous n'avons même pas eu le temps de faire sortir nos bagages. Pour les responsables du quartier, cette démolition a été faite pour pouvoir réaliser les travaux de pavage en béton armé de 3 rues secondaires dans la localité. Le président du conseil de quartier affirme qu'après les marquages des bâtiments, chaque famille a eu le temps d'être écoutée par les autorités compétentes. Ils ont tous été invités un à un à la commune de Dixine. Certains même sont allés au niveau du ministère, certains sont allés au gouvernorat. Il n'y a pas ceux qui n'ont pas raconté. Nous avons dit, écoutez, pour un intérêt public, pour des besoins d'intérêt public, il faut que cette route-là passe. Parce que c'est vous qui êtes venu trouver la route. Aucune mesure d'accompagnement n'est prévue pour les victimes. C'est un sacrifice que ces familles doivent accepter pour le désenclavement de leur localité. Pas de dédommagement. Même ceux-là qui ont des documents en bonne et due forme, on m'a dit de dire à mes citoyens qu'il n'y a pas de dédommagement. Ces travaux de pavage, bétonnage et drainage des rues secondaires dans la commune de Dixine ont été initiés par l'État guinéen sur financement de l'Union européenne. La vie des habitants de Bessia-Port 1 dans la commune de Matoto est menacée par des ordures. Ils accusent le patron de poubelle de Conakry d'avoir déversé les immondices qu'il ramasse à travers sa PME. Les riverains demandent à ce qu'il débarrasse les ordures du quartier. Mariam Fodé Kamara, Yacouba Traoré. C'est un espace où les femmes exerçaient les cultures maraîchères selon les riverains. C'est en 2013 que le patron de poubelle de Conakry aurait fait de ce lieu un dépotoir. Aujourd'hui, ces ordures deviennent une menace sur la santé des riverains. Là, nous sommes à Béman, c'est vrai à comprendre. Depuis 2010, en 2012-2013, Yogena nous sendena sansina nous sommes là quoi nous sommes vrai à comprendre. Bédanga fin yoga ça dira la nous diramedi la mintra poubelle de Conakry. Attends femme yogera à ça bédanga fin yoga ça dira la na attends follow ama follow migbete ma sama. Si c'est devenu une poubelle c'est grâce aux poubelles Conakry. Et si c'était un mar parce que tout l'eau usée là descendait dans les fossés là pour son profit parce qu'il voulait avoir des terres. Tout ça là c'était des fossés. C'est en faisant des remblais que nous sommes arrivés jusqu'à là. La partie mise en cause recuse ces accusations. Le représentant de la société indique que les habitants des quartiers comme Russia et Chicago y viennent déverser leurs ordures. C'est les ménages. Regardez par exemple, toutes ces personnes qui habitent ici viennent déposer par là. De Chicago, Russia,
ce secteur-là aussi d'Alpha Omar Condé. Donc les intersections-là se rencontrent ici. On ne peut pas indexer une personne qui dépose des ordures. Tout le monde dépose des ordures ici. Nous n'avons rien à faire ici. Tous nos engins sont de l'autre côté. Les ordures que nous prenons, nous les envoyons directement au dépotoir, à Combos. Ces riverains souhaitent que ces ordures soient débarrassées pour préserver leur santé. Bon, moi, je tanga ba modèle. Rali au moins fafina c'est ça mais yoga nous bana rali merek mera la kwena sara not moto qui fan yoga be quoi. En cette période de Covid-19 et des grandes pluies, les risques de contamination et d'expansion d'autres épidémies sont à redouter. Parlons religion maintenant. Laylatul Qadr, la nuit du destin, au sens significatif, a été célébrée sobrement hier. Le coronavirus en est la raison. Les musulmans sont réduits à leur volonté. Pourtant, cette nuit rime avec une ardeur et du rythme partout dans les différentes mosquées à Conakry. Cette sobriété dans le quartier Yimbaya Taneri, où notre équipe de reportage a pu se rendre, Djibril Ba et Thierno Sadouba. Voilà à quoi ressemble le quartier Yimbaya Taneri pendant cette nuit du destin. La mosquée de la localité à l'image des autres toujours fermée à cause du coronavirus. Les habitants ont la mort dans l'âme de la manière dont ils célèbrent la nuit de Laylatul Qadr. Une nuit au cours de laquelle le Coran a été révélé au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Chez la famille d'Ali Jamal, chroniqueur islamique, à l'heure actuelle d'habitude, l'endroit refoule du monde. Je demande à tout le monde de se repentir, demander Dieu de nous épargner cette pandémie qui a frappé tout le monde, qui a frappé le monde musulman. De l'autre côté, des jeunes regroupés autour du thé regrettent ce moment de crise sanitaire et ressassent l'engouement des périodes antérieures d'une nuit qui vaut 83 ans et 4 mois d'adoration. Aujourd'hui, la nuit de Laylatul Qadr, nous sommes tous, regarde, la jeunesse est autour du thé, on prépare la taille, puis à la fin, les gens vont se retrouver à la maison, puis chacun sa façon de faire sa prière et puis prier pour la nation. L'imam de la mosquée Kapororaï, lui, rappelle à ses co-religionnaires, en d'autres termes, l'importance de la nuit du destin. Donc le prophète a dit, celui qui adore Dieu dans la nuit du destin et qui croit en Dieu et qui croit à sa récompense, sera pardonné de tout ce qu'il avait fait avant la nuit-là. La nuit du destin est considérée comme bénie par les musulmans. Ils en profitent pour demander le pardon sincère et des péchés commis. Les mareyeuses du port de Petit Bateau tirent la sonnette sur leurs conditions de travail. Elles dénoncent le manque de hangars et l'insalubrité car les poissons sont étalés à même le sol. Voilà d'ailleurs le constat à travers le reportage. Voilà l'image du port du Petit Bateau. Ce sont les poissons qui servent à nettoyer l'eau, la boue, les eaux usées. Les femmes assises à même le sol. Ici, l'hygiène n'existe que de nom. Pourtant, ces poissons sont destinés à la consommation. Certains mareyeurs portent les bottes, d'autres des simples chaussures. Seules les bavettes sur le cou rappellent qu'on est en période de crise sanitaire. C'est dans la boue qu'on travaille. Il n'y a pas de place. On n'a pas de hangar. Toute la saison qui est passée là, vous avez vu, il y avait beaucoup de soleil. Les femmes ont passé sous ça. La pluie a commencé. Nous sommes sous la pluie. On n'a pas de magasin. Si les femmes sont inquiètes de leurs conditions de travail, d'autres le sont encore plus. Il s'agit des professionnels de la pêche qui éprouvent des difficultés dans l'octroi des licences. Ils sont mis à l'écart par la présidence au dire du président du réseau des ONG et organisations professionnelles de la pêche artisanale. En Guinée, la présidence pêche, l'Assemblée pêche, l'armée pêche, sauf la douane. Même les religieux maintenant s'impliquent dans le secteur de la pêche. L'octroi des licences revient normalement à la direction de la pêche maritime. Il y a un jeune directeur très apprécié, très dynamique, incorruptible. Je vous dis, moi j'en sais quelque chose. Il est incorruptible.
Mais la décision, il ne fait qu'appliquer les décisions qui viennent de la présidence à travers le conseiller du ministre, du président de la République, chargé de la pêche maritime ou pas chargé des pêches. L'impact se fait ressentir sur le marché et sur les conditions de vie des pêcheurs en haute mer. Les Asiatiques d'abord, quand ils pêchent, la meilleure partie c'est pour exporter. Pourquoi ce n'est pas déversé obligatoirement sur le marché guinéen? Ça c'est un premier impact. Le second impact, là où nous pêcheurs artisans, on allait en 24 heures ramasser le poisson, c'est grave maintenant. Il nous faut aller plus loin, au-delà même de nos frontières. Hein. Dans le secteur de la pêche artisanale motorisée, il faut avoir la licence de Bissau et la licence de Freetown ou de Libéria pour avoir les cales pleines, pour revenir, compte tenu des dépenses. De l'autre côté, le roi du Maroc a offert des installations au port de Teminetaï et Bonfi. Aboubakar Kaba estime que ces ports sont mis à la disposition des particuliers au détriment des professionnels de la pêche. Et puis des quartiers défavorisés à Matam, Afrique de Guinée y a distribué des sacs de riz, des cartons de tomates et autres. L'initiative consiste pour les membres de lutter contre la Covid-19 et permettre aux bénéficiaires de bien passer le ramadan. Reportage Aoula Tousso, Aboubakar Din Kamara. Des jeunes volontaires ont investi ce mercredi matin à Matam École, quartier bidonville, sérieusement dans le besoin pendant cette période de crise sanitaire. Dès leur arrivée, ils ont commencé à distribuer des vivres aux habitants. À leur arrivée dans notre quartier, c'est la joie pour nous. C'est la joie, nous sommes enchantés et on les remercie. On les fait les bénédictions à eux pourvu que le bonheur sera les arriver. Bangoura aide les jeunes du Rajgui et la Guinéenne de l'Association de la Loire-Atlantique à procéder à la sensibilisation pour la lutte contre le coronavirus. Non seulement nous ne sommes pas payés, le mois de carême est là, et aussi la maladie, la pandémie vraiment qui est Covid-19 frappe vraiment au fouet vraiment près de tout un chacun. Donc l'appel que je lance c'est d'abord au niveau de la fondation qui nous assiste et à l'État. Si vraiment les écoles évoluent, c'est pour épauler aussi vraiment ces écoles du pays. Pour le coordinateur du réseau Afrique Jeunesse de Guinée, il faudrait que tous les ménages démunis profitent de ce geste. Donc après le collectif et la Guinée forte, aujourd'hui nous sommes avec la Galafras pour venir au secours de nos compatriotes, pour venir au secours de nos mamans, pour venir au secours de nos papas, pour venir au secours de nos tantes, de nos sœurs, qui sont à cette période difficile, gagnent à peine à manger. Vous savez, la période du Covid coïncide également avec la période du Ramadan. Les citoyens vivent dans une situation très difficile et très précaire. À ce stade, près de 3000 personnes sont malades du Covid-19, 18 personnes sont décédées de cette maladie. D'un don à un autre, l'ONG Action pour le développement économique et social a procédé ce week-end à la remise d'un don des kits sanitaires à la Cité de la Solidarité. Ce don est composé de seaux, des savons, de l'eau de javel, des bavettes, une action qui vise à soutenir les plus démunis de la Cité de Solidarité en cette période de crise sanitaire. Mohamed Valek Touré et Tierno Sadouba. C'est une action de l'Association pour le développement économique et social qui vise à sensibiliser les populations sur les dangers liés au Covid-19. Le choix pour cette seconde étape est porté sur la Cité Solidarité qui a bénéficié des lots de kits sanitaires composés de savon, des bavettes et des seaux à robinet. Une manière de se prémunir contre la pandémie. Et du coup, on a pensé aux habitants de la Cité de la Solidarité afin que nous intervenons par rapport à la lutte contre cette pandémie. C'est ce qui fut fait. Nous avons procédé à la donation des kits sanitaires. Une occasion pour rappeler aux bénéficiaires de respecter les gestes barrières. Cette action qui s'inscrit dans la démarche de solidarité est saluée à sa juste valeur par des bénéficiaires. Le besoin est là. Et la cité, elle a un nombre d'habitants qui s'élève de 729 personnes.
Donc franchement en parlant, il y a le besoin qui se trouve là ici aujourd'hui. Nous sommes très contents. Le fait que l'ONG a pensé à la cité de solidarité, pensé à nous les pauvres qui sont là, nous sommes très contents. L'action ne vise pas seulement les démunis. La clinique médicale de la Minière a aussi bénéficié d'un acte citoyen. Ce lieu sanitaire a été désinfecté. L'action de l'ONG ADES concourt à la lutte contre la propagation de la maladie et à la protection de l'environnement. Le coronavirus, c'est une affaire de tout le monde, donc il faudrait que chacun y participe. Et donc, le meilleur même pour nous, pour lutter contre le fléau, la pandémie, on a décidé de désinfecter les lieux. Donc, on a commencé par la clinique de Minière et peut-être d'autres cliniques vont suivre. Ailleurs dans le monde, le point de la situation du 19 mai sur l'épidémie de coronavirus en France par Jérôme Salomon, directeur général de la santé. Je souhaitais m'adresser à vous ce soir, 8 jours après la levée progressive des mesures de confinement, pour vous parler d'un sujet particulièrement important, le dépistage des personnes symptomatiques, donc présentant des symptômes, et l'identification de leurs personnes contacts, des personnes avec lesquelles elles ont été en contact étroit. C'est le cœur de notre stratégie de lutte contre la propagation de l'épidémie Covid-19, tout faire pour briser les chaînes de transmission. Comme vous le savez, nous disposons aujourd'hui de 2 catégories de tests. Les tests virologiques et les tests sérologiques, qui ont des objectifs très différents. Je souhaite y revenir car il faut que la différence entre ces 2 types de tests soit bien claire pour tous nos concitoyens. Passer mal d'autres au bord de Saint à Paris, les avis sur le nombre de personnes qui profitent du soleil sur les quais, souvent sans masque. Dans la rue, beaucoup en portent, bien que ce ne soit pas recommandé par les autorités de santé. Le masque est désormais devenu un objet du quotidien pour des millions de Français. Dans les colonnes du Parisien, plusieurs grands spécialistes de la sécurité sanitaire exhortent d'ailleurs le gouvernement à relancer la production des masques pour endiguer l'épidémie du coronavirus. Je ne dis pas qu'il faut que ce soit obligatoire, mais les gens devraient être sérieux. Il faut prendre conscience qu'on n'est pas sorti d'affaires. Et les gens passent au plus près les uns des autres, enfin passent de plus en plus au plus près les uns des autres. Et c'est pas, enfin, je rejoins ce que dit ma camarade, tout ça n'est pas très sérieux. Depuis le début de la crise, le masque fait pourtant l'objet de nombreuses questions et contre-vérités. La question de leur stock déclenche même une polémique politique. L'opposition reproche au gouvernement d'être responsable d'une pénurie. Voilà qui met fin à cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. TV.